Aujourd'hui, si tu veux faire briller les yeux d'un vidéaste, le faire frissonner, il suffit de lui murmurer à l'oreille 14 stops de dynamique, triple ISO natif, open gate, 8K, méga autofocus qui suit l'œil d'un oiseau à 600 mètres. Je sais, j'abuse. Mais tu verras en fait que si tu coches à cette case, pour beaucoup, enfin je pense, ce sera probablement la caméra du siècle et ils pourront pas s'empêcher de sortir leur CB. Mais pourtant je pense que mal utilisé, ce sera probablement le pire achat que tu puisses faire en tant que vidéaste. Oui je sais, normalement là tu dois te dire que ça paraît complètement con comme réflexion, mais bon, tu commences à me connaître, j'ai toujours envie de nous faire prendre un petit peu de recul face à certaines situations. Et pour ça, changement de décor et de contexte. Imagine, aujourd'hui quand tu veux aller quelque part et que tu connais pas l'adresse. C'est quoi ton premier réflexe? Normalement, tu prends ton téléphone et tu mets le GPS. Jusque-là, normal. Mais pourtant, imagine, apocalypse, hein. Peut-être un peu too much ce mot, mais bon, un jour, ton téléphone, il claque. T'as plus de réseau et donc plus de géolocalisation. Et la seule solution qui te reste, c'est une carte routière, si tant est que t'en aies une dans ta voiture. Maintenant, soyons honnêtes, combien d'entre nous seraient capables d'arriver à destination? Je sais qu'à ce moment-là, tu commences à voir où je veux en venir. Parce que la réalité, c'est que plein de vidéastes vivent exactement cette chose. Sauf que c'est pas avec un GPS, c'est avec leur caméra. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Ta caméra, avec toutes ces specs de folie de plus en plus balèzes au fil des ans, elle est en train de te faire croire que quoi que tu fasses, si tu vises au bon endroit, eh ben t'es bon, ça marche. Alors que peut-être, en fait, elle t'a juste sauvé par des fonctions qui font le taf à ta place. Attention, je t'arrête tout de suite, hein, cette vidéo, c'est pas un délire de vieux con nostalgique de l'époque où tout était compliqué. Ah non, promis. Et tu verras qu'on va y revenir plusieurs fois dans la vidéo. Le but, c'est de faire l'état des lieux de ce que nos caméras savent faire aujourd'hui, et ensuite de voir le vrai problème que ça peut commencer à poser. Mais surtout, comment, selon moi, et sans sacrifier son matériel ni son potentiel, on peut arriver à gérer ça et devenir encore meilleur. Parce que bon, c'est quand même ça, le nerf de la guerre, hein, on va pas se mentir. Voilà, allez, on commence. Avant de continuer, cette vidéo elle est sponsorisée par Evoto Vidéo. Alors vous savez que j'aime bien vous montrer des nouvelles façons de bosser pour accélérer certaines parties de notre workflow. Et quand Evoto Vidéo ils m'ont contacté, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Petite précision, Evoto, ils sont d'abord connus dans la retouche photo, sur PC, mobile, iPad, et là ils viennent tout juste de lancer Evoto Vidéo, c'est leur projet leur plus récent, où ils étendent leur expertise à la vidéo. Avant toute chose, je vais être clair. Ici, c'est pas un outil qui va remplacer ton œil ou tes compétences. Non, c'est un outil de retouche vidéo centré sur les personnes à l'image. En gros, la peau, les imperfections, le teint, tout en gardant la texture naturelle sans avoir un effet plastique dégueu là qu'on peut avoir parfois quand on utilise des filtres bas de gamme. Je sais aussi que le color grading, c'est pas le gros délire de tout le monde, et donc il y a aussi une partie dédiée, l'AI Color Match, qui permet facilement d'avoir des résultats cool en fonction des préférences que tu lui donnes. Et cette partie-là, elle est gratuite. On se retrouve quand même avec un outil plutôt complet. Mais alors comment ça marche? Et en fait, c'est simple, hein. T'importes tes vidéos, tu montes, tu découpes, t'exportes, et tout ça en fait c'est gratuit. Ça consomme aucun de tes crédits. Les V-crédits, eux, ils sont utilisés uniquement au moment de l'export et seulement sur les parties où tu as appliqué une retouche payante. L'idée c'est surtout de l'utiliser là où ça apporte une vraie valeur, gagner du temps sur la retouche et offrir à ton client en fait un résultat plus soigné, notamment je sais pas moi, pour un mariage, une interview ou un portrait ou un contenu où la présence humaine elle est centrale. Et là en fait tu peux l'utiliser et ça aura du sens. C'est une utilisation raisonnée, faut pas le mettre tout le temps et dans n'importe quelle situation. Je pense que tu as compris où je voulais en venir et ça tombe plutôt bien, surtout avec le sujet du jour. En tout cas, si le concept te plaît et que tu as envie d'essayer, tu peux télécharger directement l'appli en description et en commentaire, que tu sois sur Mac ou Windows. Tu as le droit à 60 V-crédits offerts et tu peux également utiliser le code Jordan25 pour avoir jusqu'à 25% de réduction sur les packs de crédits. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Maintenant que tout est dit, on continue la vidéo. Bon franchement, faut quand même être honnête et se rendre compte qu'aujourd'hui, nos caméras, elles sont juste folles en fait. On a normalisé tellement de trucs, mais en vrai, quand on regarde un petit peu en arrière, c'est juste hallucinant ce qui s'est passé. J'en parle assez souvent sur la chaîne et j'avoue que c'est cool pour moi de le partager parce que ça me permet aussi de reprendre un petit peu pied dans la réalité. Parce que des fois, ça fait du bien. Et tu vois, quand moi j'ai commencé en 2012, professionnellement, je tournais en HDV avec des cassettes. Et encore, je te parle pas de ma première petite cam amateur en
mini DV. Avec cette caméra, le moindre écart de lumière, ton image, elle était explosée. D'ailleurs, je me demande même si, même quand il n'y avait pas d'écart, c'était déjà moche en fait. Mais il fallait aussi être astucieux pour éviter au maximum les contrastes trop importants. Franchement, en réfléchissant, j'ose même pas imaginer le nombre de stops pourris de dynamique de ces machins. Et aujourd'hui, avec ma FX6 et ses doubles ISO natifs, et encore, hein, t'as des cams maintenant qui en ont 3, au final, même si tu filmes quasiment dans le noir ou avec très peu de light, si tu te débrouilles, tu peux avoir une image propre. Enfin, à peu près. Mais si on va aussi du côté de la mise au point, avant, l'autofocus sur une caméra, c'était une blague en fait. Ça a pompé, voilà, c'était dégueulasse, ça ratait le point à chaque fois qu'il y avait un truc qui bougeait trop vite ou qui passait devant ton objectif. Et faut être réaliste, t'avais juste pas le choix, t'étais en full manuel 90% du temps. Et ça t'obligeait à apprendre à suivre ton sujet à la bague, anticiper le mouvement. En gros, t'étais en mode Jedi pour deviner la distance à laquelle ton sujet y démarrait et celle à laquelle il arrivait. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle d'autofocus qui suivent littéralement l'œil d'un sujet dans une foule sans jamais décrocher, et même quand il y a des gens qui vont passer devant toi, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Pareil pour la composition de ton image. Je me faisais engueuler dans mon école d'audiovisuel parce que je voulais absolument utiliser un 24-210. On me disait oui c'est bien, c'est polyvalent, mais là tu vas prendre une focale fixe, comme ça tu apprends à te déplacer pour composer ton image, pour comprendre la différence des angles, etc. Et donc si tu voulais essayer de donner une intention, un peu de profondeur, etc., tu devais juste bouger ton fiac. Aujourd'hui, même si tu as quand même envie d'avoir une focale fixe, entre les définitions 4K, 6K, 8K, en fait tu vas recadrer où tu veux. Si en plus tu as de l'open gate, tu vas pouvoir t'en servir pour faire du vertical et de l'horizontal en même temps, et tout ça mis bout à bout, ça va pas t'aider à augmenter beaucoup ton nombre de pas par jour. Et encore dans cette petite liste, je pourrais aussi ajouter l'exposition, où on est passé de si tu foires ton expo au tournage, c'est mort, c'est la merde, à des dynamic range de fou, du log, du raw, qui te permettent littéralement de récupérer des scènes qui étaient impossibles à gérer en post-production avant. Après, bien sûr, je pourrais continuer à parler de plein d'autres aspects, comme la stabilisation des capteurs, le son 32 bits, les cartes mémoire ultra rapides pour tourner le dérush, etc. Mais là, la vidéo, elle serait beaucoup plus longue, voire trop longue. Tout ça quand même pour dire que, honnêtement, moi le premier, j'ai kiffé voir ça arriver. Parce que j'avais envie d'avoir accès à ce genre de solutions. Je les ai attendus et dès que j'y ai eu accès, dès que je pouvais, j'ai sorti la carte bleue. Parce que objectivement, c'est un âge d'or pour nous, les vidéastes. On n'a jamais eu autant le moyen de nos ambitions. Et pourtant, ça s'est pas passé forcément comme prévu. J'en profite au passage avant de continuer, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, mais encore peu à être abonnés. Donc si jamais vous aimez le contenu et que vous avez envie d'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et si vous êtes sur mobile, le truc qui aide encore plus, c'est un petit boost. Voilà, ça aide à faire exploser la chaîne et les vidéos. Merci beaucoup, allez, on continue. Bon, comme je viens de te le dire, c'est vrai quand même, on est content, nos caméras, elles sont géniales, elles filment tout ce qu'on veut, on a juste à avoir une idée et c'est parti. Mais au final, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est pas non plus si cool que ça. Et si on prend un peu de recul, on va voir que ça s'applique pas que pour ça. Je sais pas si tu l'as ressenti toi, en tout cas moi oui, mais dans notre vie, on est de plus en plus dirigé. Et pourtant c'est paradoxal, parce que techniquement, on n'a jamais eu autant de possibilités. Je veux dire, vraiment, on a quasiment plus de limites dans la formation, les recherches, le matériel. À l'heure actuelle, on peut quand même dire qu'on nous facilite grandement la vie. Mais à côté de ça, on devient surtout de plus en plus dépendant de toutes les aides qu'on nous donne et de toutes les directions qu'on veut nous imposer. Encore une fois, le but c'est pas de faire le réac, mais analyse un petit peu. Si tu as envie d'aller au resto, tu vas aller sur internet et tu vas avoir un algo qui va te proposer toujours les 5 trucs les mieux notés. Et toi, à part si tu as le goût du risque, tu vas jamais aller chercher plus loin. Tu vas regarder ce que les gens ont été testés avant et tu vas y aller. Si tu as des questions banales que tu te poses, maintenant tu vas pas te faire chier, tu vas juste aller sur ChatGPT et la réponse qu'il va te donner, même s'il y a des risques de se tromper, il y en a beaucoup qui s'embêtent pas à vérifier pour savoir si c'est une dinguerie ou non. Et au final, ce que ça amène, c'est qu'on réfléchit de moins en moins et on ne conscientise plus ce dont on a besoin. Et surtout, la finalité à tout ça, c'est qu'on devient de moins en moins capable de faire quelque chose par nous-mêmes, et ça encore plus quand on se retrouve avec un de nos gadgets qui marche plus. Les algorithmes et autres pseudo-intelligences qu'on voit pulluler de partout, elles nous donnent un sentiment de liberté, mais à côté de ça, ça va te limiter tes directions en te masquant tout ce qui sort de tes habitudes. Et pour nos caméras, c'est exactement pareil. Sauf que, en fait, on le voit pas parce que c'est enrobé dans un marketing de la prouesse technique et des fiches de spec. Et pour s'en rendre compte, il suffit de faire un petit peu l'analyse de ce que je t'ai parlé plus haut. Le truc qui a le plus rapidement évolué dans le milieu de la vidéo et dans les caméras, c'est les montées en ISO. Et ça, c'est clairement le plus vicieux pour moi. Parce qu'une image à la base, c'est de la lumière, et c'est surtout sa compréhension pour arriver à donner un ton,
une ambiance et à faire passer une émotion. Il faut arriver à comprendre d'où elle vient, ce qu'elle va faire sur une peau, sur un décor, et surtout comment la corriger quand c'est moche en fait. Sauf qu'avec les caméras qui deviennent de plus en plus sensibles, moi franchement, de mon expérience, dans les conseils qu'on me demande au quotidien sur les réseaux, etc., c'est rarement comment je dois placer mes projos. Non, c'est plutôt comment je peux filmer sans lumière. Et ça, sans apporter aucune subtilité. En fait, ce que je remarque, c'est qu'on se sert pas des ISO pour avoir plus de possibilités, mais juste pour moins s'embêter à amener de la lumière en presta ou selon les projets. Oui, mais c'est logique en fait. Pourquoi tu te ferais chier à corriger une lumière pourrie quand tu peux juste monter tes ISO et quoi qu'il arrive, t'as toujours une image propre? Tu t'en fous, non? Après, attention, je vais être hyper honnête avec toi, ça m'est arrivé aussi. Parfois, sur une presta, sur une interview express, ou alors sur des lieux où on oublie clairement de te dire que c'est éclairé avec rien, et t'as pas le choix. Là, t'es heureux d'avoir 2 ou 3 bases ISO en fait. Mais pour autant, moi, je le vois comme une sécurité et pas une obligation. Et surtout, le jour où vraiment c'est le bordel, ou que pour une raison X ou Y, t'as une caméra qui est moins balèze, si t'as jamais eu à gérer ce genre de situation avant, il y a des chances que tu te sentes quand même bien con. Dans une autre catégorie, on peut parler de l'autofocus et la composition d'image. Je les mets ensemble parce que pour moi c'est un petit peu le même mécanisme en fait. Avant, si tu voulais une belle image, fallait suivre ton sujet à la bague, anticiper, etc. Je t'en ai parlé un petit peu plus haut. Aujourd'hui, dans le pire des cas, tu vas devoir poser ton doigt sur ton sujet, sur ton écran tactile, et l'autofocus il fait le reste. Et au niveau de ta composition, tu peux faire un petit peu ce que tu veux parce que de toute façon, t'as de l'open gate en 5 ou 6K, donc on verra au montage. Le problème, c'est que composer, en fait, c'est un vrai savoir-faire, et c'est clairement la clé quand on est vidéaste. C'est comprendre où on va mettre son sujet dans le cadre, comment cet angle il peut changer le ressenti du spectateur, quelle profondeur ça va donner à ton plan, etc. Alors que si tu shootes systématiquement en mode je recadrerai en poste, en fait, t'arrêtes juste de te poser la question de comment tu vas faire ton plan, et tu remplaces une intention par le confort, voire la flemme en fait. Et au final, tu te crées des limitations alors que ça te donnait une multitude de possibilités. Parce que peut-être qu'en bougeant 1 mètre à gauche, en t'agenouillant, en inclinant ta caméra, etc., t'aurais pu avoir un plan 10 fois plus beau. Encore une fois, si je me permets d'en parler dans ce genre de vidéo, c'est que moi-même je me suis heurté à ça et que ça m'a fait réfléchir. Tu vois, sur des prestats notamment très run and gun, sport, etc., où on m'a dit faut du vertical, faut du horizontal, faut montrer toute l'équipe, faut montrer une personne, etc. Oui, j'ai cédé les gars, j'ai filmé large et on verra plus tard. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que en fait, je devais tellement prendre de marge que mes plans, ouais, ils étaient bien, mais pas cool en fait, pas nuls, c'était ok. Parce que si tu réfléchis en 10 formats différents, en fait tu peux pas t'amuser pareil, tu peux pas jouer avec le flou, les angles, les lignes de fuite, etc. Non, en fait c'est impossible, c'est trop compliqué, je veux dire ton cerveau il peut pas penser à tous en même temps. Et donc tu te retrouves à faire des plans qui marchent pour tout, et c'est pas terrible. Et pour finir, dans les fonctions de nos caméras qui sont ultra importantes pour beaucoup, je vais forcément parler de l'exposition et des profils, notamment le log, le RAW, etc. Bon là je vais quand même faire vite parce que j'ai déjà fait une vidéo entière dessus et tu connais mon avis, je te mets le lien en description et en fiche, mais en gros le sparadrap ici, c'est le fameux on verra à l'étalonnage. Sauf qu'en fait si t'as jamais développé une rigueur pour exposer juste au tournage et que t'as jamais appris à étalonner correctement derrière et surtout en allant plus loin qu'une lutte, déjà bonne chance quand les conditions ne seront pas parfaites. Mais le pire c'est que souvent en plus dans les formations on va te dire il faut absolument que tu shootes en RAW, en log, ProRes, machin, etc. Alors que déjà très peu expliquent vraiment comment avoir une bonne image au tournage, mais surtout on oublie à côté de te montrer les contraintes que ça va t'amener, notamment avec le stockage, le workflow complet, etc. Et à la fin on se retrouve à se créer des nouveaux soucis juste parce que on a eu peur de pas savoir comment éviter un ciel trop cramé. Spoiler pour les aficionados du log, j'ai eu des caméras où honnêtement cramer une image t'y arrivait je pense même la nuit, tellement la sensibilité elle était pourrie, mais ça n'empêche pas pour autant en ayant l'habitude de faire justement des images correctes et ça sans RAW. Et en fait c'est ça que je dénonce un peu, c'est pas que ces fonctions elles sont mauvaises, non, c'est qu'en fait elles sont tellement bonnes qu'elles t'empêchent de te planter grâce à une sécurité et surtout à un confort de facilité. Et tu vois à un moment il faut quand même se poser la question, comment on devient meilleur au fil du temps? C'est en se plantant, en ayant des difficultés et en apprenant à chercher des solutions. En fait c'est ça l'apprentissage. Et si t'as jamais eu à comprendre comment ça marche et pourquoi ça peut foirer dans telle ou telle situation, t'as juste pas de fondation en fait pour évoluer correctement. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on doit tous faire attention, qu'on soit débutant ou expert, à la facilité et à la façon dont on tourne. Alors maintenant, est-ce que je suis en train de te dire que tu dois tout désactiver et retourner filmer en full manuel sur une cassette? Non, c'est faux.
Évidemment que non. Le but, c'est pas de rejeter ces fonctions, c'est plutôt de se poser une seule question à chaque fois que tu utilises ta caméra. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est juste parce que j'ai la flemme? Et rien que ça peut déjà tout changer. Parce qu'encore une fois, je suis pas là pour te dire que les évolutions c'est nul, vraiment pas en fait. Aujourd'hui, j'utilise ces technologies, toutes, sans exception. Mais par contre, j'ai appris à les doser. Et je les dose en fonction d'une seule chose. Ce que ça va apporter réellement à mon image versus ce que ça me fait perdre en rigueur ou en intention. Aujourd'hui, j'arrive assez bien à savoir quand ça limite ma recherche ou quand je suis plus à réfléchir à la praticité, voire ma flemme, qu'au rendu final de ma vidéo. Sur les ISO par exemple, si je fais un événement sportif, un after movie d'entreprise et que je dois livrer vite et bien, oui, dans certaines situations, je monte mes ISO sans me poser de questions. Parce que c'est quoi ma solution dans ces moments-là? Je vais pas aller dans un stade ou dans une salle et dire vous savez quoi les gars, on refait toute l'électricité parce que Jordan il est pas content. Non, ça marche pas, j'ai pas le choix. Ma solution là, elle vient avec la technologie qu'on me donne et je vais pas m'en priver. Par contre, sur un teaser, une fiction ou un truc où j'ai le temps de faire ma lumière, je vais pas me reposer dessus. Je vais corriger, sortir un projo s'il y a besoin, et si un jour je vois que ça me manque, ça me donnera une idée d'investissement. Et plutôt que de changer ma caméra, peut-être à un moment acheter des projos, c'est peut-être plus intelligent. Parce que vraiment, à l'état des technologies qu'on a aujourd'hui, parfois acheter de la lumière, ce sera beaucoup plus impactant que de changer de modèle de caméra. Et surtout peut-être beaucoup moins cher. Pour la composition d'image, c'est pareil. Si je suis en run and gun sport événementiel, ouais, je vais accepter parfois de shooter un peu plus large, parce que la contrainte du terrain, elle est réelle. Surtout en cas de rush unique que je pourrais avoir qu'une seule fois. Mais pour autant, qu'est-ce qui m'empêche pendant la presta de choisir des moments où ce sera spécifique à l'horizontale et d'autres en verticale? Prends l'exemple des mariages, même si personnellement j'en fais plus aujourd'hui, mais il y a toujours eu des plans d'insert, tu sais, pour donner du rythme, etc. Ces plans-là, généralement, on les fait à temps perdu. Donc du coup, on a du temps, par définition. Et pourquoi pas les faire avec deux compos différentes et exploiter la taille de l'image à chaque fois. Et là, vraiment, ça te permet de voir une différence. Et c'est ce genre de choses qui va faire passer ton rendu final, clairement, au stade supérieur. Tu vois, pour moi, la règle, elle est hyper simple. Avant d'utiliser une fonction, je me demande simplement si je serais capable de faire le plan sans. Si la réponse elle est oui, ok, let's go, on peut l'utiliser, elle va au mieux me faire gagner du temps et ou de la marge. Mais si la réponse elle est non, en fait c'est plus qu'un outil à ce moment-là, c'est une béquille. Et une béquille, en fait ça te fait pas progresser, ça te maintient juste debout. Je vois vraiment ça comme dans le sport. Avant de courir, t'apprends à marcher. Et là c'est pareil, tu gères les bases et ensuite tu construis dessus. Alors bien sûr, attention, je dis pas qu'en presta tu dois commencer à te lancer des défis en désactivant du jour au lendemain tout ce que tu utilises d'habitude, mais entraîne-toi, d'accord? Normalement, encore une fois, tu as du temps un petit peu. Et c'est à ce moment-là où plus tu arriveras à te libérer de ces obligations techniques, plus tu vas pouvoir les exploiter à fond, parce que si en plus tu sais faire sans, quand tu ajoutes cette expérience avec l'évolution des technologies, tu augmentes tes capacités et tu te bases pas dessus. Pour être honnête, moi je suis encore en train de me recalibrer dessus régulièrement et je m'estime chanceux parce que moi j'ai évolué avec ça et naturellement j'ai adopté ce qui est arrivé. Mais pour ceux qui débutent, genre là maintenant ou il y a juste quelques temps, je pense que ça sera probablement plus dur. Parce qu'on a toujours envie d'aller plus vite. Mais je pense que comme pour tout, il est jamais trop tard et on apprend tous les jours, qu'on soit débutant, pro ou expert. Donc si pour terminer, on reprenait l'exemple de notre GPS. Le but, c'est pas de le désinstaller dès ce soir de ton téléphone. Faut juste savoir, le jour où d'un coup il te lâche, est-ce que tu seras complètement paumé ou non. Pour ta caméra, c'est pareil, utilise le double, triple ISO, l'autofocus de folie, machin, truc bidule. Mais en tout cas, fais-le en sachant que en fait, un jour, tu peux te passer de tout ça, si tu veux. Parce que c'est ça la vraie différence entre un vidéaste professionnel et un mec qui a juste une bonne caméra. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici en tout cas. Si tu as un exemple, toi, d'une fonction qui t'a peut-être un peu trop simplifié la vie et que tu te reposes beaucoup dessus, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je suis curieux de voir ce que vous avez comme vécu là-dessus. Et si vous avez encore un peu le temps, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le log. J'en ai parlé un petit peu, mais on rentre beaucoup plus dans les détails de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Encore merci à Evoto d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas les liens en description et en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.